Bonsoir et bienvenue sur Kwezi TV. Avant de commencer ce journal, retour sur la mise en garde à vue du président du conseil départemental, M. Swabahadine Ibrahim Ramadani et ses 9 directeurs. Ils avaient été convoqués de longue date et les convocations ne laissaient pas place au doute. Tous allaient être entendus dans le cadre d'une procédure de privation de liberté. Les auditions ont donc débuté hier dès 7h30. Le président du conseil départemental était déféré ce jour devant le juge entre 15h et 18h. Pour l'heure, 3 mises en examen ont été prononcées. Place maintenant à la signature du premier bouclier qualité-prix de l'année. Ce dispositif permet de déroger au principe de liberté des prix. Il prévoit chaque année une négociation entre le préfet et les acteurs de la grande distribution pour aboutir à un accord modéré du prix global d'une liste de produits de consommation courante. Cette année, une baisse du prix global de 8% par rapport à l'année 2018 a pu être constatée. Paul Arthur Avit nous en dit plus. Les prix de produits de consommation sont supérieurs en Outre-mer de 30 à 50% par rapport à la métropole. C'est pourquoi, en 2012, une loi a été votée pour lutter contre la vie chère sur les îles. Ce bouclier qualité-prix 2019 porte sur 77 produits, soit un de moins que l'année dernière. Ce panier, fixé à 193 €, accuse une baisse de 17 € comparé à l'année précédente, soit une diminution de 8,1%. Le bouclier qualité-prix, on est sur la lancée de la loi de 2012 avec un maintien, je dirais, de l'esprit du bouclier qualité-prix, c'est-à-dire un ensemble de produits pour lequel il y a un accord de modération des prix qui est conclu avec la grande distribution, les 3 grands groupes de Mayotte. Donc l'élément nouveau cette année, c'est que le nombre de produits est resté à peu près le même. Globalement, on est à 77 produits, il y a un produit en moins, il y a eu des substitutions pour avoir des produits plus sains aussi pour les consommateurs, et avec une baisse de prix, puisqu'on est sur 193 €, il y a eu une baisse de 17 €, ce qui représente un peu plus de 8% de baisse. Donc on est dans cet esprit de modération. C'est pas ça qui règle complètement le problème de la vie chère, bien sûr, sur le territoire, mais ça y contribue. Dans cette liste, 3 produits jugés malsains à la consommation ont été retirés. Le capat de bœuf, les sucettes à l'eau et les frites surgelées, remplacés par 2 produits, le poisson surgelé et les légumes surgelés. Une mesure faite dans la coopération entre les distributeurs et la préfecture. Ça s'est fait dans un bon esprit de coopération avec la grande distribution, parce que c'est l'intérêt aussi de la grande distribution de travailler dans ce sens pour avoir des produits qui correspondent aux attentes des consommateurs. Et cette année, nous avons davantage associé aussi une association de consommateurs, l'association de consommateurs de la CFDT, qui est présente sur le territoire et qui va être associée à toutes les étapes, qui a été associée à la mise en œuvre de l'accord, mais aussi il y a un suivi qui va être fait tout au long de l'année pour s'assurer que les produits sont bien disponibles et sont bien connus des consommateurs. Parce qu'il faut faire connaître cela, hein, c'est ça qui est important aussi. L'UI-CFDT relèvera les prix pour le compte de la préfecture pour suivre le dispositif de bouclier qualité-prix. Vous pourrez retrouver cette liste de produits sur le site de la préfecture où elle sera actualisée tous les mois. Le mouvement national lancé par des surveillants de prison à la suite de l'agression de Condé-sur-Sarthe a pour la première fois suscité des scènes d'échauffourée au centre pénitentiaire de Majicavo. Au total, 35 gendarmes ont été mobilisés et se sont opposés à la vingtaine d'agents pénitentiaires présents sur le site. Au montage, Leslie Vimenet. La tension monte au centre pénitentiaire de Majicavo. Les manifestations ont commencé il y a 15 jours à raison de débrayages de courte durée observés par le personnel pénitentiaire de la prison. Un mouvement national qui fait suite à l'agression de 2 surveillants du centre de Condé-sur-Sarthe par un détenu radicalisé et sa compagne venue lui rendre visite. Ces manifestations s'étaient jusqu'alors déroulées sans incidence, mais ce matin, changement d'ambiance. Des confrontations musclées ont eu lieu entre gendarmes et agents pénitentiaires. Ce matin à 5 h, les forces de l'ordre étaient déjà là. À 6 h, ils ont commencé à nous narguer un petit peu. À 7 h du matin, ils ont commencé à nous pousser, à nous mettre dehors. On a eu une charge, on a un collègue qui est blessé, qui a été gazé. Ils ont balancé des grenades lacrymogènes et ils nous ont fait sortir de l'établissement et parquer comme des moutons. Pour la sécurité! Les gardiens ont en milieu de matinée sollicité un entretien avec le directeur adjoint du centre. Là, on est en pleine attente. Il y a nos collègues qui sont partis discuter avec le directeur pour voir la suite de ce qu'on
on va mettre en place. On attend de ce qui va se passer pendant la négociation. Contacté à propos de cet événement, le colonel Philippe Leclerc, commandant de la gendarmerie de Mayotte, affirme avoir établi un dispositif dissuasif avec pas moins de 35 gendarmes sur demande du préfet suite à l'annonce d'un durcissement du mouvement. Il justifie l'emploi de grenades lacrymogènes suite au refus des syndicalistes d'obtempérer à la levée de barrages composés de pneus et de palettes enflammées. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 12 mars. Premier jour de grève au sein de la SMAE et de la SOGEA. En juillet 2016, les agents de la SMAE étaient entrés en grève via le syndicat CFDT qui expliquait que la direction de la Mahorès des Eaux SMAE n'avait pas respecté les accords issus des dernières négociations annuelles obligatoires de janvier, quelques mois plus tôt. Ils réclamaient 4% d'augmentation générale des salaires, mais la direction ne leur proposait que 2,35%. Le temps passe et l'histoire se répète. En effet, un nouveau préavis de grève avait été déposé début mars par la CFDT pour un mouvement de protestation prévu hier à 7h. Or, les négociations n'ont pas abouti et hier matin, les salariés des deux entreprises ont débrayé pour manifester contre les grilles du siège à Kaweni. Les attentes salariales sont donc bien là, mais une nouvelle fois, les tensions salariés et direction alimentent la grogne sociale. Pourtant, la préfecture a mis en place un plan de formation sur 2 ans pour faire vivre le dialogue social à Mayotte. Il n'a visiblement eu que peu d'effets. En attendant, ce conflit ne saurait occulter une autre crise frappant la SMAE et la SOGEA, avec le syndicat des eaux qui menace de rompre dans quelques jours le contrat de délégation de services publics jugé déséquilibré. Début d'épidémie de bronchiolite à La Réunion et à Mayotte. La bronchiolite est une maladie des petites bronches due à un virus répandu et très contagieux qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans. Le virus se transmet par la salive, les éternuements, la toux, le matériel souillé par une personne enrhumée et par les mains. Dans la majorité des cas, la bronchiolite guérit spontanément au bout de 5 à 10 jours, mais la toux peut persister pendant 2 à 4 semaines. En zone tropicale, la recrudescence des cas de bronchiolite est habituellement observée pendant la saison des pluies. Alors quelle est la situation à Mayotte? Depuis la fin du mois de janvier, Mayotte est entrée en phase ascendante pour la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans. Les indicateurs affichent une nette augmentation de l'activité dans le service des urgences du centre hospitalier de Mayotte liée à la bronchiolite. Ainsi ont été enregistrés chez les enfants âgés de moins de 2 ans 63 passages aux urgences du 18 au 24 février avec une augmentation de 43% du nombre de passages aux urgences du CHM courant février pour bronchiolite. Près d'un enfant sur 3 a été hospitalisé pour un motif de bronchiolite suite à son passage aux urgences entre le 18 et le 24 février, soit 18 hospitalisations. Mercredi dernier, le préfet de Mayotte, Dominique Sorin, ainsi que le directeur de la DAF se sont rendus au cœur du massif forestier du Benara, en forêt domaniale de Vounzé, sur invitation de l'ONF. C'était l'occasion pour l'agence territoriale de l'Office national des forêts de Mayotte, ainsi que pour le directeur régional océan Indien de l'ONF, Sylvain Léonard, de leur présenter leurs actions réalisées depuis qu'ils sont à Mayotte. D'une part, l'élaboration des documents d'aménagement des forêts domaniales et départementales, et d'autre part, le travail quotidien de terrain des agents. Lutte contre les espèces envahissantes, défrichement et pâturages illégaux en forêt ou encore la reconstitution des milieux dégradés à l'aide d'essences forestières indigènes. Par ailleurs, ils ont pu évoquer ensemble les perspectives de développement des activités liées à la mise en place d'une réserve naturelle nationale. Enfin, durant cette journée, des membres de l'association de promotion de l'insertion professionnelle par l'activité économique PEPS, partenaire essentiel de la préservation des forêts domaniales, ont pu leur présenter les travaux réalisés dans le cadre des chantiers nature. La grève au STM débutait ce mardi matin. L'appel concerne l'ensemble des agents de sûreté du port de Mayotte, un mouvement que la CFDT justifie par l'échec des négociations sur les points relevant de la dégradation des conditions de travail et d'un dialogue social déficient. Parmi les revendications à noter, la demande d'une révision statutaire et la réclamation de matériel et équipements portuaires. Des images de Paul Arthur Avit.
Réunis le 8 mars 2019, les agents de sûreté portuaire du port de Mayotte ont décidé, à une très large majorité, de maintenir le préavis de grève du lundi 10 décembre 2018 pour aujourd'hui, mardi 12 mars 2019. Le mouvement a, selon les représentants du CFDT, lieu suite au manque de réactivité du service des ports, de la DPTM et de l'administration du conseil départemental sur l'avancée des négociations. Cet appel concerne l'ensemble des agents de sûreté du port de Mayotte, invoquant la dégradation des conditions de travail, un dialogue social déficient et leur lutte pour la préservation des droits professionnels des salariés. La liste des revendications compte notamment la demande d'une révision statutaire. Depuis le recrutement des ACVS, agents chargés de visite de sûreté, ils sont là. Nous, en tant qu'agents de sûreté, on n'est pas reconnus au sein du département. C'est-à-dire que notre statut n'est pas reconnu. On n'est pas dans le règlement intérieur. Il n'y a aucune délib qui montre que nous sommes des agents de sûreté. Donc on veut que ça soit reconnu, notre métier soit reconnu au sein du département. Les agents chargés de sûreté demandent également la présence d'un référent au cabinet du président pour la coordination en matière de sûreté portuaire, l'élaboration des arrêtés de tous les agents affectés à la mission de sûreté du port de Mayotte, des titres d'accès aux barges STM gratuits et permanents ou encore des moyens matériels et équipements de sûreté portuaire. Il nous faut un moyen matériel, qu'on a des bureaux, parce que là on ne sait pas où... On ne sait pas où on est, même si on veut faire nos boulots, mais on n'a pas de bureau pour y aller, ni moyens matériels, ordinateurs et tout ça, donc on est dehors. Les agents de sûreté du port de Mayotte n'ont pour l'instant pas d'informations supplémentaires de la part de la direction. La grève devrait donc se poursuivre et pourrait également avoir un impact sur la gare maritime internationale de Dzaoudzi. Ce matin, le plateau de la matinale de Kwezi TV s'est transformé en lieu de débat entre les frères Jacques et Daniel Martial-Henry. Au cœur des discussions, l'évolution institutionnelle de Mayotte et plus précisément la légitimité de son statut de département-région. Un sujet de Léonard Rodier et Leslie Vimenet. Jacques et Daniel Martial-Henry étaient ce matin sur KTV pour débattre sur l'évolution institutionnelle de Mayotte. Ils sont frères, ils sont jumeaux, mais ils ne sont pas d'accord. Jacques est pour, Daniel est contre. De quoi lancer donc un débat intéressant. À la question de savoir ce que va nous apporter cette évolution institutionnelle en tant que citoyen, voilà la réponse de Jacques Martial-Henry. Quand vous lisez ce texte, en réalité, ce texte n'apporte rien à la population. Ce texte caractérise la passivité des élus mahorais qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités pour pouvoir se battre pour le développement du pays. D'accord. Donc pour vous, ça n'apporte strictement rien. Ça n'apporte strictement rien. Au contraire, ça nous régresse de 20 ans en arrière. Alors pourquoi défendre un texte qui nous ferait régresser, selon Jacques ? Répond de son frère Daniel. La finance des collectivités n'est toujours pas appliquée à Mayotte dans le cadre de droit commun. Donc on savait d'ores et déjà qu'on allait entrer dans un système de département avec des évolutions. Aujourd'hui, ce qui nous manque en termes de finances réellement, ce sont ces dotations de type régional. Et en dénommant la collectivité unique de Mayotte, en passant de département à département-région, c'est-à-dire DROM, on donne plus de dynamique à la collectivité. Mais ça a été voté, ça, Daniel, ça a été déjà voté. De façon à favoriser l'introduction des dispositions financières de type régional. Visiblement, ils ne sont pas d'accord sur l'interprétation du texte de cette évolution, surtout en termes économiques, selon Jacques. Aujourd'hui que nous avons perdu notre autonomie fiscale, ça veut dire que c'est exactement les 90 millions d'euros en termes de dotation globale de fonctionnement. Et il n'y a pas lieu de changer un statut parce qu'il suffit de saisir le Conseil d'État pour demander la condamnation de l'État afin d'aligner Mayotte, la collectivité. Donc pas besoin de changer le statut pour ça. Pas besoin de changer de statut pour ça. Selon Daniel, le fait de passer de département à département-région donnerait du dynamisme à notre île. Quant à savoir s'il faudrait un référendum pour que la population puisse trancher sur son statut, l'avis de Jacques est clair. Clairement, la population devrait être consultée
sur ce texte. C'est encore un vote, parce encore que c'est un nouveau statut. Le statut département-région, c'est un statut particulier qui nécessite au préalable la consultation de la population. Daniel, lui, est plus modéré sur ce sujet. Je serais favorable à un référendum, bien entendu, mais est-ce que dans le cas présent, cela le justifie vraiment? Parce que ceux qui parlent de référendum veulent faire penser à la population, veulent le faire croire qu'on a changé de statut. Or, c'est une continuité, une consolidation du statut existant. On est un département, on va passer à un département-région, donc on est dans une continuité, dans une consolidation. Même si pour moi, on est déjà département-région. Bon. Voilà. Et donc, justement, l'opportunité de consulter la population se pose. Ils ont également débattu ce matin sur le fait que Mayotte devienne autonome. Selon Daniel, nous ne sommes pas dans un contexte de changement de statut, mais plutôt de consolidation. Il comprend que certains, comme son frère, penchent sur l'autonomie de Mayotte. La seconde partie de ce débat était axée notamment sur le changement que pourrait amener ce toilettage institutionnel, sur le rapport avec nos voisins, tels que Madagascar, le Mozambique ou bien évidemment les Comores. Pour Daniel, cela va permettre d'exploiter les avantages économiques dans toute la région. Pour Jacques, ce débat sur la coopération régionale est faussé. Jacques revient en fin de débat sur l'autonomie de Mayotte. En tant que Français, oui, je suis pour l'indépendance de la France. Mais je suis aussi pour l'autonomie de Mayotte, pour la dignité des Mahorais. Le problème que vous ne maîtrisez pas encore, c'est que nous sommes un territoire revendiqué et par les Comores et appuyé par l'ONU. C'est-à-dire notre inscription dans une démarche d'autonomie est une occasion qu'on donne à l'ONU pour donner raison aux Comores. Et justement, vous ne vous étonnerez pas quand nous serons autonomes de voir ici débarquer une armée des Tanzaniens pour pousser les Mahorais à se rattacher aux Comores. À présent, nous vous emmenons en petite terre à l'aéroport de Dzaoudzi. Sa piste est actuellement la seule en service pour l'ensemble du territoire, ce qui légitime certains questionnements. Quels sont les risques majeurs en cas d'immobilisation de la piste? À quelle solution l'île pourrait alors avoir recours? Un sujet de Moustanir Bakari. La structure professionnelle, les ULM de Mayotte, autrefois les Passagers du Vent, fondée par Alain Allemand il y a environ 11 ans, se situait il y a encore quelques années sur le site de Dapani et dans un même temps à l'aéroport de Dzaoudzi. Fred, ancien militaire, aujourd'hui reconverti en mécanicien et pilote instructeur au sein de la structure, est désormais installé sur la base de Dzaoudzi. Mon passé avant d'arriver aux ULM de Mayotte, j'ai fait 10 ans d'ingénieur d'études sur Marignane et au préalable j'étais technicien dans l'armée de l'air. Pourquoi je suis venu aux ULM? J'avais sincèrement le besoin de faire un métier de passion. Et pour moi, un métier de passion, c'était l'activité ULM que je pratiquais déjà depuis de nombreuses années, mais en tant que bénévole. On vole à une cadence, on va dire, relativement soutenue pendant les périodes telles que le mois de mars, telles que le mois d'octobre. Et le reste du temps, dès qu'on a un petit moment disponible, on se fait beaucoup de maintenance. Maintenance, que c'est des appareils qui nécessitent une maintenance relativement soutenue. Ça se traduit déjà par des visites journalières. Le matin, avant de partir en vol, on a au minimum une demi-heure de maintenance où on ouvre les capots moteurs, où on inspecte tout ce qui peut être visible en termes de visuel, mais aussi sur du tactile, sur toutes les parties du moteur. Et ensuite, on va vérifier la cabine et on va faire toute la cellule. Cette inspection est nécessaire, c'est des machines qui sont quand même assez sollicitées. Et on peut à ce moment-là, déjà on vérifie les niveaux, mais on peut aussi voir peut-être une tuyauterie qui montre quelques signes de fatigue. Et donc on n'attend pas, tout de suite on va la changer. L'aéroport de Dzaoudzi et la piste commune aux ULM de Mayotte sont confrontés à un vrai problème de gestion des vols qui pourrait à terme s'aggraver, notamment en cas d'indisponibilité de la piste, même sur une très courte période. On constate une problématique de gestion sur l'aéroport, les gros porteurs, les entretiens de pistes et autres qui nous perturbent beaucoup. Et je ne te cache pas que depuis 2 ans et demi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai refait encore, comme il y a 10 ans, j'ai refait le tour de l'île pour essayer de trouver un emplacement pour essayer de refaire une piste privée. Voilà. Parce qu'en effet, Dapani, il a fallu quitter Dapani pour
des raisons de foncier, on va dire. Voilà. Ce qui n'a pas forcément été apprécié par la DGAC, car la DGAC, elle, de son côté, aurait plutôt préféré que la piste soit encore plus longue et avec un bon revêtement, de manière à accueillir d'autres types d'avions. Avions d'aéroclub, mais avions qui auraient pu être des avions de secours, des avions des Vassan, au cas où si un jour il y avait un gros problème sur l'aéroport ici, ça peut être une fissure et une impossibilité d'utiliser la plateforme, la piste officielle, avoir un deuxième terrain, comme d'ailleurs on a sur l'île de la Réunion. Hein. Il y a l'aéroport de Saint-Denis, mais il y a aussi celui de Pierrefonds. Et cette question est revenue fréquemment de la part de la DGAC en disant « mais monsieur Allemand, vous voulez vraiment partir? Il n'y a vraiment pas moyen de faire quelque chose ?» Malheureusement, si je n'ai pas un appui de l'aviation civile, de l'État ou autre, je ne vois pas comment je peux retrouver un autre emplacement. J'ai fait tout le tour de l'île, j'ai cherché de partout et franchement, Dapani c'est un très bon emplacement, mais il faudrait une volonté politique, je pense, si on veut vraiment développer et faire une vraie piste de 600 mètres en dur et développer ce coin, c'est qui serait une très bonne chose. Mais bon, je suis tout petit, je ne peux pas trop me permettre de réinvestir ce que j'ai fait il y a 10 ans. Donc voilà, c'est dommage, parce que ce serait bien d'avoir un terrain de dégagement. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un terrain de dégagement. La vague de séisme que connaît actuellement Mayotte participe à la fragilisation de la piste. En cas de fissure, la durée des réparations pourrait interrompre toute activité aérienne sur l'ensemble du territoire pendant plusieurs semaines. Une piste supplémentaire de 600 mètres à Dapani pourrait alors se présenter comme une unique alternative, notamment en cas de besoin d'évacuation sanitaire. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur Kwezi TV.